Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour ce nouveau numéro du petit exo de colle, aujourd'hui numéro 89. Et avant de me lancer dans cet exercice, j'aimerais faire un rapide rappel du contexte dans lequel vont s'inscrire les prochains exercices qui vont sortir sur cette chaîne jusqu'au 1er juin. Au tout début du mois de mai, je vous avais proposé de remplir un sondage dans lequel je vous amenais 2 programmes d'exercices que nous allons suivre pour la fin de ce mois de mai. Vous aviez le choix entre un programme allant vers de l'arithmétique avancée, une introduction au symbole de Legendre et allant même jusqu'à une preuve de la loi de réciprocité quadratique. Et de l'autre côté, vous aviez un programme tourné sur les sujets concours qui sont tombés cette année pour les classes préparatoires aux grandes écoles et donc des exercices en lien avec les différents sujets qui sont tombés. Et donc, vous avez été une majorité à voter pour le programme CPGE. C'est pas trop une surprise, j'ai envie de dire, parce que chaque année, j'ai l'habitude de vous proposer des exercices en lien avec les sujets concours qui sont tombés. Et donc, cette année, ça ne sera pas une exception. On va encore une fois attaquer des exercices en lien avec les sujets qui sont tombés cette année. En particulier, pour le petit exo de colle 89, on va attaquer un exercice en lien avec un sujet ENS. Pour l'exo de colle 97, on attaquera un exercice en lien avec un sujet CCP. Et enfin, pour le petit exo de colle 90, celui qui sortira la semaine prochaine, on parlera d'un sujet en lien avec les concours centrales. Voilà, le cadre est posé. On va pouvoir maintenant se lancer pour cet exercice en lien avec un sujet ENS. Donc l'énoncé de l'exercice est le suivant. Nous avons n un entier naturel non nul. On va noter dn l'ensemble des permutations qui n'ont aucun point fixe, donc des permutations dans un n. C'est ce qu'on appelle des dérangements. Et on va chercher à dénombrer les dérangements qui ont un signe positif, une signature égale à 1. Pour cela, on va s'aider d'une matrice, et plus particulièrement du calcul du déterminant de la matrice que vous voyez à l'écran. Et donc voilà, en effet, c'est tiré du sujet Math A, qui a été proposé au concours ENS pour la filière MP de cette année, donc 2024. En fait, au tout début du sujet, vous pourrez trouver cette matrice qui vous est proposée et on vous lance petit à petit à faire quelques calculs autour de cette matrice, donc notamment à faire un calcul de déterminant, et puis petit à petit amener à des questions de dénombrement, et aussi de dénombrement autour de l'ensemble des dérangements. Alors ici, je vais quand même admettre un résultat, car si je ne l'admettais pas et que je devais le reprouver, je pense que le contenu de ce petit exo de colle deviendrait plutôt le contenu d'un exo de colle. Nous avons déjà attaqué ce résultat-là, c'était l'exo de colle numéro 26, et il attaquait notamment la question du nombre de dérangements. Donc le nombre de dérangements parmi les permutations de 1n peut être donné par la formule suivante, c'est n factoriel fois la somme pour k allant de 0 à n de moins 1 puissance k sur k factoriel. Et donc ce résultat, je vais l'admettre pour pouvoir avancer un petit peu plus vite dans la résolution de cet exercice. Bien que dans le sujet ENS qui était proposé, on vous a amené à refaire une démonstration de ce résultat-là. Si vous voulez voir donc une démonstration de ce résultat-là, qui peut être assez intéressante, je vous invite à aller jeter un coup d'œil à l'exo de colle 26, qui vous amène notamment à devoir utiliser une formule d'inclusion-exclusion, une formule assez commune en combinatoire. Et grâce à une formule d'inclusion-exclusion et à une question de comptage de points fixes autour des permutations, on arrive donc à ce résultat-là. Moi ici, je vais l'admettre et avancer un petit peu plus vite pour pouvoir déterminer ce nombre. Bien, je pense avoir dit ce qu'il fallait dire, je n'ai pas grand-chose à rajouter, donc je vous invite à faire une pause sur la vidéo dès maintenant pour essayer de résoudre cet exercice avant que je vous dise quoi que ce soit d'autre. Bien, j'espère que vous aurez essayé, je pense que c'est un chouette exercice. Il y a un chouette exercice mêlant combinatoire et un peu d'algèbre linéaire. Alors l'idée derrière ça, en effet, on vous a amené à calculer un déterminant, le déterminant de cette matrice, mais en fait, il faut penser à calculer ce déterminant de 2 manières distinctes. Il y a une manière qui est, peut-être peu commune, et à laquelle je vais penser tout de suite. Pourquoi ? Parce que on veut compter des choses en lien avec les permutations. Et il semble plutôt être une bonne idée de se lancer à faire le calcul de cette matrice grâce à la formule que beaucoup d'élèves en classe préparatoire ont du mal à ressortir. Une formule en fait théorique qui est vraiment plus utile en théorie qu'en pratique. Mais ici, il va falloir l'utiliser. C'est la formule utilisant une sommation sur les permutations. Donc,
En effet, on va calculer, donc pour la résolution, on va calculer de deux manières. Le déterminant de m de x. Et donc la première méthode de calcul que je vous propose, c'est en utilisant la formule théorique. Alors je la rappelle. Donc si je fais le déterminant de m de x, et bien ça c'est la même chose que la somme pour sigma dans Sn. Alors c'est pas somme tout de suite, ça va être un produit. Donc sigma dans Sn, donc des signatures fois les produits des coefficients qui vont se trouver en I sigma I, pour I allant de 1 à N. Hop. Donc ça c'est la formule théorique du calcul du déterminant. D'ailleurs cette formule, on l'avait prouvé aussi ensemble quand on a étudié les formes n linéaires alternées, et je vous invite, si vous voulez revoir des idées de preuve autour de cette formule théorique, à jeter un coup d'œil à l'exo de colle numéro 63 qui est assez détaillé là-dessus. Donc voilà, si vous voulez revoir d'où vient cette formule plus précisément, vous pouvez jeter un coup d'œil à ça. Mais on n'a pas besoin de voir d'où vient cette formule pour pouvoir avancer dans l'exercice. C'est juste pour ceux qui seraient un peu curieux, qui aimeraient un petit peu revoir ces choses-là. Bien, alors maintenant si j'applique cette formule dans notre matrice ici, vous pouvez constater en fait que tous les coefficients de cette matrice sont soit égal à 1, soit égal à x. Et c'est égal à x si, en fait, dans ce produit-là, si i est égal à sigma i. Donc on peut constater que les termes qui vont apparaître dans ce calcul vont avoir un certain x puissance, où ce qu'il va y avoir en exposant va correspondre exactement au nombre de points fixes de la permutation. Et donc par conséquent, je peux réécrire la formule qui est ici de la manière suivante, en faisant, oups, donc c'est égal, je la réécrire comme ça, c'est égal à la somme pour sigma dans Sn de la signature fois x puissance nu de sigma, je vais noter nu de sigma, le nombre de points fixes de sigma. Donc où nu de sigma, c'est l'ensemble des i dans un n, tel que sigma de i égale i. Donc c'est le nombre de points fixes. Ok. Donc voilà, ça c'est une façon de calculer le déterminant qu'il fallait employer pour pouvoir avancer vers la question de dérangement. On pourra d'ores et déjà noter que les dérangements vont être en lien avec ceux pour lesquels le nombre de points fixes c'est 0. D'accord. Et donc en particulier, ça veut dire que ça va être lié à la constante dans cette expression polynomiale. D'ailleurs, ça me permet de rappeler que le déterminant est polynomial en les coefficients de la matrice, et donc c'est aussi une manière de justifier très rapidement que nous avons affaire à un polynôme de degré justement O plus n, puisque soit vous le faites tout simplement par du développement grâce, encore une fois, à des questions de polynômes caractéristiques, hein, c'est un peu le même type de raisonnement qu'il faut utiliser là si on voulait, mais ici on peut le conclure très rapidement grâce à cette question de point fixe. Bien, donc voilà, ça c'était une façon de faire. Alors la deuxième façon de faire, c'est une façon un peu plus explicite. Alors j'ai envie de dire qu'il y a aussi une troisième façon de faire que je vous partagerai une fois que j'aurai fait cette deuxième façon de faire. Donc la deuxième façon de faire, c'est vraiment d'y aller un peu en mode bourrin, j'ai envie de dire. C'est-à-dire que ça paraît peut-être un peu bébête, mais on pourrait essayer de faire des opérations sur les lignes ou sur les colonnes de cette matrice. Et là, il y a une opération à laquelle on doit penser, qui est, j'ai envie de dire, une opération assez réflexe quand on doit calculer des déterminants de matrice. C'est si on s'amuse à faire la somme de toutes les colonnes ou de toutes les lignes, peu importe comment vous le faites. Si vous faites la somme de toutes les colonnes et de toutes les lignes, vous pourrez constater que vous obtenez à chaque fois le même coefficient au bout de la colonne. Ça va être en fait x plus n moins 1, exactement. Donc, une bonne idée pour lancer le déterminant de m de x, c'est de faire des opérations sur les lignes ou les colonnes. Bon, ici, je vais faire ça sur les lignes. Donc si je m'amuse à faire ça sur les lignes et faire la somme de toutes les lignes dans la dernière ligne, je vais obtenir la matrice suivante. Donc je vais avoir x, d1 comme ceci, 1x, d1 comme ça. Après j'ai des x qui vont aller jusqu'à quasiment la fin de la diagonale. Donc je vais avoir ça, là il y a les 1 ici. Oui, je ne fais pas de bêtises. Ensuite il y a des 1 qui descendent ici. Alors il est important d'avoir bien en tête, de bien dessiner géométriquement à quoi va ressembler la matrice
Parce que c'est vrai que si on le dessine mal, ça peut amener tout de suite à des erreurs de calcul, et ça serait quand même assez dommage. Donc voilà, ça ce sont les n-1 premières lignes, auxquelles je ne fais absolument rien, mais à la dernière ligne, eh bien je remplace la ligne, si vous voulez, ln, comme étant finalement ln plus ln-1 plus blablabla plus l1. Donc je fais une opération sur les lignes, et ces opérations-là élémentaires ne changent absolument rien au déterminant. Donc là on va avoir x plus n-1, etc. x plus n-1, x plus n-1 et x plus n-1. Donc ça va vraiment être le même coefficient qui va apparaître sur toute la ligne. Ça sera la même chose sur la colonne, je le rappelle. Et donc vous pouvez mettre en facteur ce coefficient. Et c'est ce que je vais faire. Donc on va avoir du x plus n-1 qu'on va pouvoir mettre en facteur. Et par conséquent, sans trop réécrire toute la matrice, la dernière ligne qu'on va avoir, ça va être que des 1. Donc là, vous avez la même chose, bien sûr, la même chose que ce qu'on avait ici. Et puis là, la dernière ligne, ce n'est que des 1. Et maintenant, ce qu'on peut s'amuser à faire, c'est d'enlever cette ligne de 1 à toutes les lignes du dessus. Donc on prend la ligne I, à chacune des lignes I, on va faire LI moins la ligne LN. Ok ? Ça, encore une fois, ce sont des opérations qui ne changent absolument rien au calcul du déterminant. Et cela va m'amener au résultat suivant. Donc si je m'amuse à faire ce que je viens de dire, on va avoir alors le déterminant de n de x qui va s'écrire x plus n moins 1 fois le déterminant de la matrice suivante. Donc on va avoir x moins 1 dans la diagonale et que des zéros ailleurs. Voilà, donc je dessine rapidement à quoi va ressembler la matrice. Et puis on va avoir que des 1 toujours sur la dernière ligne. Et maintenant la matrice que nous avons, c'est une matrice triangulaire inférieure. Alors, si vous aviez fait ça sur les colonnes, vous auriez normalement une matrice triangulaire supérieure. Et donc dans le cas d'une matrice triangulaire inférieure ou supérieure, le déterminant c'est le produit des coefficients qui se trouvent dans la diagonale. Et donc on conclut alors que le déterminant c'est x plus n-1 fois x moins 1, le tout à la puissance n-1. Attention, il y a bien n-1 fois x-1 qui apparaît dans la diagonale, étant donné qu'on a une matrice n fois n. Faire attention à ce piège. Voilà la conclusion que nous avons. Et vous voyez qu'on obtient une formule vraiment très explicite. Alors maintenant, permettez-moi de faire une petite aparté sur une troisième manière de calculer ce déterminant. On aurait pu s'en sortir en faisant un lien avec un polynôme caractéristique. En effet, on aurait pu constater qu'en fait, donc juste... je fais là une petite remarque, on aurait pu constater qu'en fait, le déterminant de m de x, c'est le polynôme caractéristique d'une certaine matrice, qu'il faut préciser. Et la certaine matrice, c'est en fait la matrice où normalement vous deviez faire x moins la matrice, c'est x identité moins la matrice pour le calcul du déterminant. Et donc la matrice ici qu'il faudrait utiliser, c'est moins celle où on met des 0 dans la diagonale et puis des 1 partout ailleurs. Et donc, si vous pouviez deviner les valeurs propres qui sont en jeu dans la matrice ici, vous pouviez conclure très rapidement la formule qui est ici. En effet, vous pouvez constater que 1 est une valeur propre. On aurait pu constater assez rapidement que 1 est une valeur propre pour J, étant donné que dans le polynôme caractéristique, si je remplace x par 1, on voit tout de suite que le déterminant est nul, et puis on pourrait étudier ensuite l'espace propre pour la valeur propre 1, et constater que la dimension de l'espace propre pour la valeur propre 1 de J, ça sera directement, ça sera directement n-1, étant donné qu'on aura en fait n-1 ligne non nulle, et toutes les lignes sont collinaires, donc ça veut dire que la dimension du noyau qui serait derrière, c'est n-1 directement. Et puis après il y a une autre valeur propre un peu moins facile à voir qui est justement le moins n plus 1. Mais pour trouver le moins n plus 1, il faut constater qu'en fait si on s'amuse à faire la somme de toutes les lignes, on obtient toujours le même résultat. Et donc en constatant ça, on n'aurait que la valeur propre moins n plus 1, la valeur moins n plus 1 est une valeur propre de la matrice J. Et constater également que l'espace propre serait de dimension 1. J'aurais même pas forcément besoin de déterminer la dimension de cet espace propre, puisque je sais déjà qu'elle est supérieure ou égale à 1. Je sais déjà que pour la valeur propre 1, j'ai une dimension n-1. Du coup, conséquence, ça doit être de dimension n. Et je peux même conclure que la matrice est diagonalisable rapidement. Et grâce à la diagonalisabilité, si vous voulez, ou même c'est les questions de multiplicité surtout qui comptent, vous pouvez conclure que le polynôme caractéristique, c'est bien celui-ci. Voilà.
C'est un peu... ouais, ça dépend à quel point vous avez eu l'habitude d'attaquer des exercices autour de matrices de ce genre, mais si vous avez l'habitude, vous auriez pu constater ce genre de choses, et ça vous aurait permis de passer outre cette manière de calculer les déterminants. Bon, alors maintenant, je vais conclure l'exercice quand même. Ok. Donc, vous aviez d'un côté la somme des signatures, donc sur sigma dans SN, des signatures de sigma fois x puissance le nombre de points fixes de sigma. Et de l'autre côté, vous avez ce polynôme. Donc x plus n-1 fois x-1 à la puissance n-1. Et donc ce qui m'intéresse pour avoir un lien avec les dérangements, c'est de regarder ce qui se passe pour le terme constant. Car le terme constant, c'est le cas où il n'y a aucun point fixe. D'accord ? Donc si je regarde le terme constant, on pourra alors constater que le terme constant, ça va être une certaine somme sur les dérangements, mais d'une part, on va avoir les dérangements de signe égal à 1, et d'autre part, les dérangements de signe égal moins 1. Et on peut constater alors que la somme qu'on va obtenir en prenant le coefficient constant de ce polynôme, ce sera le suivant, la somme pour sigma dans les dérangements de epsilon sigma, d'un côté, et de l'autre côté, on va obtenir le coefficient constant dans cette formule, et ici, ça sera tout simplement n-1 fois moins 1 à la puissance n-1. Voilà, je pense que je n'ai pas fait de bêtises. Et donc, maintenant que j'ai ça, alors je vais un petit peu plus loin. Ici, je suis en train de faire une somme des dérangements selon leur signe. Et donc, ceux qui sont à signe positif vont contribuer avec un plus 1, ceux qui sont de signe négatif vont contribuer avec un moins 1. Ce qui me permet de dire que cette somme peut se réécrire comme, en fait, le nombre de dérangements qui ont un signe positif moins le nombre de dérangements qui ont un signe négatif. Voilà. D'un autre côté, c'est maintenant que j'utilise ce résultat, d'un autre côté, je sais que le nombre de dérangements, c'est cette formule-là, mais le nombre de dérangements, c'est en fait la somme au lieu d'une soustraction. C'est la somme des dérangements qui ont un signe positif avec les dérangements qui ont un signe négatif. Et donc, je pense que vous me voyez venir, ça va vous donner un système, et vous pouvez résoudre ce système pour conclure. De plus, le nombre de dérangements, c'est le nombre de permutations, donc le nombre de dérangements qui ont un signe positif, plus le nombre de dérangements qui ont un signe négatif. Et donc maintenant, vous rassemblez les deux, donc il suffit essentiellement de faire la somme des deux formules, et vous allez pouvoir conclure alors, en divisant par 2, que le nombre de dérangements ayant une signature positive, ça va être la somme de lui avec lui, donc ça veut dire que je dois faire n factoriel somme pour k allant de 0 à n de moins 1 puissance k sur k factoriel, plus ce truc-là, donc n-1 fois moins 1 puissance n-1, le tout divisé par 2. Et voilà, ceci me permet de conclure l'exercice. Donc voilà, cet exercice était vraiment en lien avec le début de l'énoncé du sujet maths A. Les questions n'étaient peut-être pas posées tout à fait dans le même ordre, mais il y avait en effet une question là à attaquer dès le début, dès d'entrée de jeu, autour de la matrice, et notamment de voir la formule que j'ai établie ici, qui dit que cette somme-là, par rapport à sigma, est égale à ce polynôme-là. Et grâce à ça, on arrive à avancer sur le nombre de dérangements qui ont un signe positif ou un signe négatif. Bien sûr, on peut conclure aussi ce qu'il en est pour les signes négatifs si on fait une soustraction des deux formules. Mais voilà, là ici, je m'intéressais que aux signes positifs, donc on conclut le résultat suivant. Bien sûr, ça a avancé un petit peu sur des choses aussi un peu arithmétiques, mais je ne vais pas rentrer dans les détails de ce sujet. Le but était vraiment de vous proposer un exercice en lien avec ça, qui pourrait se poser en exo de colle, à condition qu'on ait ce type de résultat-là en main.
Bon voilà, j'ai pas grand chose d'autre à ajouter sur cet exercice. Donc comme d'habitude, n'hésitez pas à partager la vidéo si vous connaissez des camarades intéressés par cette vidéo ou par le contenu de la chaîne de manière plus générale. N'hésitez pas à laisser en commentaire vos questions, vos remarques, vos retours concernant cet exercice. Comme d'habitude, ici, ça sera pour me soutenir. Ici, ça sera pour vous abonner. N'oubliez pas d'activer la clochette. De nouvelles vidéos vont se proposer à vous pour continuer à faire le tour de la chaîne. Et sur ce, je vous retrouve très vite pour de prochaines aventures mathématiques. Portez-vous bien et à très bientôt. Salut à tous!